Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode de Mémoire d'un vieux geek qui sera consacré à l'excellentissime Final Fantasy VII. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, enfin pas vraiment, comme vous pouvez le voir on n'a pas le décor habituel, donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que ma maison est actuellement en travaux et je ne peux pas accéder à mon décor habituel. Donc du coup voilà, je me suis dit je vais me mettre devant l'une de mes nombreuses étagères où il y a des jeux, des consoles et plein de choses. Voilà, donc là vous voyez une toute petite partie de ma collection, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal comme petit fond pour cette vidéo. Bref, peu importe, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de Final Fantasy VII, l'original, bien sûr, pas le remake. Alors bien sûr, si je fais cette vidéo maintenant, c'est parce qu'il y a beaucoup d'annonces autour du remake donc sur PlayStation 4. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce remake il me tente pas vraiment. Get going. Ce remake a été annoncé il y a déjà quelques années, et en fait, dès son annonce, j'étais pas particulièrement chaud pour plusieurs raisons. Alors déjà, je suis pas vraiment un grand fan des remakes, de base, je me dis que finalement, pourquoi faire un remake si le jeu original est déjà très bon, il suffit de se procurer le jeu original et puis ça marche très bien. Cela dit, c'est vrai que là-dessus j'ai un petit peu révisé mon opinion. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément les anciennes consoles, qui n'ont pas forcément les anciens supports sur lesquels jouer ou découvrir donc ces anciens jeux. Et donc à la limite, bon, ça peut être une occasion pour eux de les découvrir. De plus, il y a pas mal de remakes qui sont faits à partir de jeux qui n'ont jamais été traduits chez nous, donc c'est l'occasion aussi de les découvrir. Cela dit, ce n'est pas le cas de celui-ci. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'en fait, d'après toutes les annonces qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors bien évidemment, le côté graphique. Là, quand on voit les trailers, on se dit ça va claquer sévère. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. D'ailleurs, revenons un petit peu dans le temps, et regardons à quoi ressemblait Final Fantasy VII à l'époque. Et oui, Final Fantasy VII, les personnages étaient particulièrement affreux. En effet, ils utilisaient une technique qui s'appelait le Super Deformed. Donc voilà, les muscles ne ressemblent à rien, c'est des gros pixels, des gros amas de pixels. Et c'est vrai que quand on y regarde, même sans le recul, même déjà à l'époque, tout le monde disait que c'était absolument affreux. Le truc, c'est qu'on s'en foutait complètement. En fait, ça n'avait pas grande importance. Il y avait quand même quelques cinématiques sur lesquelles, par contre, ça claquait. En tout cas, pour l'époque, ça claquait sévère. Et même si aujourd'hui ça pourrait paraître complètement désuet, mais en tout cas à l'époque ça envoyait sévère. Et on s'en contentait très bien finalement. Nous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était le scénario et surtout le système de jeu. Dans le système de jeu, on découvre notamment le principe des matérias. Alors les matérias, on les trouve que dans Final Fantasy VII. Alors chaque Final Fantasy a ses petites particularités. Par exemple, dans le 8, on avait les G-Force qu'on pouvait faire évoluer, tout ça. Donc les G-Force qui sont ni plus ni moins que des invocations. Donc invocations qu'on a également dans Final Fantasy VII et dans quasiment tous les autres. Je crois à partir du 3 de mémoire. Mais le truc, c'est que voilà, on les a pas de la même manière. Donc là, on a les matérias dans Final Fantasy VII. On a plusieurs types de matérias. On a les matérias jaunes, par exemple, qui sont des matérias qui permettent d'avoir des nouvelles actions. Par exemple, comme voler. De base, on peut attaquer, défendre, utiliser ces éléments. Et si on a la matériel jaune volée, eh bien, on peut voler les ennemis, essayer de récupérer des objets qu'ils ont sur eux. Par exemple, bien sûr, il y en a d'autres. Et moi, j'adorais ce système, parce qu'en fait, on pouvait plus ou moins bidouiller nos personnages un peu comme on le souhaitait. Alors, bidouiller comme on le souhaitait, oui et non. Parce que bien sûr, on pouvait leur attribuer des matérias en fonction des slots, des emplacements qu'il y avait sur les armes et les armures, on va dire les défenses en tout cas des personnages. Par exemple, si l'épée de Cloud avait 4 emplacements, on pouvait mettre 4 matérias. Donc du coup, 4 emplacements simples, on mettait des matérias qui n'étaient pas associés les unes aux autres. Et on pouvait avoir des matérias doubles, donc on a 2 emplacements l'un à côté de l'autre, et donc du coup, on peut associer les matérias pour booster leurs effets. Alors bien sûr, vous le savez, moi j'aime beaucoup raconter mes petites anecdotes, parce que c'est un petit peu le but de cette chaîne tout simplement. Final Fantasy VII, moi je l'ai découvert, j'étais déjà rendu au lycée,
je le voulais absolument pour Noël. Je me disais, tiens, ça va être cool, je vais l'avoir. Et pas de bol, je l'ai pas eu. Seulement, au retour des vacances de Noël, ben, l'un de mes potes l'avait eu à Noël, et lui, il a pas du tout kiffé. Il l'a fait assez rapidement, il a vraiment survolé le truc, et ça y a pas plu du tout, c'était pas du tout son truc. Et donc, du coup, j'ai pu lui racheter pour vraiment pas très cher à l'époque. Je crois qu'en francs, ça devait être dans les 200 balles, 250 francs. Voilà, ça ferait quelque chose entre 30 et 40 euros aujourd'hui. Mais il était, voilà, il était juste sorti, il était vraiment pas vieux, hein, ça faisait quelques semaines, quelques mois, peut-être qu'il était sorti, je me souviens plus la date exacte, mais c'était vraiment, vraiment récent. Donc du coup, je me retrouve avec ce jeu dans les mains, et donc j'avance un petit peu dans l'histoire, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein, d'ailleurs sur ma première partie, j'ai raté plein de petites choses, puisqu'il y a énormément de trésors cachés, des petits objets qui seront utiles à la fin du jeu, mais qu'on découvre au tout début, et si on les balance ou si on s'en sert mal, bah, du coup c'est foutu. Voilà, des petites choses comme ça. Par exemple, je me souviens de mémoire, l'arme ultime de Cait Sith, son arme la plus puissante dans le jeu, ben, on la découvre vraiment dans Midgar, la toute première ville du jeu. Et en fait, ben, on pourra pas, enfin si on la rate, ben, on pourra plus l'avoir, quoi. J'en reviens un petit peu au système de matériel. Donc là, moi, j'ai une anecdote. J'aimerais bien retrouver mes cours, histoire de vous montrer ça. Mais voilà, j'ai gardé tous mes cours de collège, de lycée, tout ça. Alors, c'est dans des cartes, je sais absolument pas où c'est, mais je sais que je les ai. Et en regardant mes cours de philo, de terminale, il y a de fortes chances que vous puissiez retrouver au milieu de tout ça donc des dessins dans les cahiers, dans les feuilles, avec donc les différentes armes, les dessins donc des différents slots, parce que je me servais des cours de philo pour réfléchir à la meilleure manière d'associer mes matérias et obtenir les meilleurs coups possibles, et voilà. C'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, hein, d'autant vu ma moyenne en philo, je pense que c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Cela dit, bah, j'avais des bons résultats avec mes matériels, quoi. Peut-être qu'ils sont revenus là-dessus, parce que j'ai un petit peu lâché le truc rapport à ce remake, vu que voilà, c'est vrai que ça me bottait pas du tout suite aux premières annonces. Mais justement, d'après ce que j'avais entendu, ils avaient prévu de revoir entièrement le système de matériel, voire même de le supprimer totalement. Et pour moi, c'est une erreur monumentale. Parce que justement, ça fait vraiment partie de l'essence même de ce jeu. Parce qu'en fait, pour pouvoir avancer dans certains endroits, ben, il faut avoir réfléchi un petit peu à comment associer ces matériels et faire quelque chose de vraiment pas mal. Il y avait énormément de quêtes annexes, a priori, ils ont prévu d'en supprimer pas mal, notamment toutes celles qui se retrouvent sur la carte du monde, puisqu'ils ont prévu de ne pas faire un monde, enfin une carte comme c'était prévu, comme c'était le cas dans l'ancienne version. Ils ont prévu aussi, d'après ce que j'ai compris, de supprimer le Gold Saucer, sauf les quêtes principales, et ça aussi c'est une énorme, énorme, énorme erreur. Alors dans tous les Final Fantasy, on a plein de mini-jeux, plein de petits jeux, souvent aussi avec les chocobos, ce genre de choses. Et dans Final Fantasy VII, il y en a énormément qui se passent dans un casino qui s'appelle le Gold Saucer. Et donc à partir d'une certaine partie du jeu, on peut y aller de manière récurrente, avec une carte de membre et tout, on achète une carte de membre et tout, comme ce serait le cas certainement dans la réalité. Et on peut faire plein de jeux, certains payants, certains gratuits, certains avec des jetons, enfin je me souviens plus de tout, mais voilà, il y a vraiment plein de choses, dont énormément de petites quêtes annexes là-dedans. Et supprimer le Gold Saucer, c'est supprimer peut-être un tiers de la durée de vie du jeu, puisqu'en fait on passe son temps dans ce casino, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et pour moi c'est une erreur monumentale. Alors Final Fantasy VII, ce n'est pas qu'un seul jeu en vérité, donc au départ ça devait être un seul jeu, mais c'est le premier jeu de la licence Final Fantasy qui a amené en fait des suites. Alors des suites, ou des préquels d'ailleurs, hein, puisqu'on a par exemple donc Advent Children, qui est un film, un film d'animation, hein, un film donc, qui se déroule quelques années après l'histoire du jeu. On a donc Before Crisis, donc, qui était un jeu qu'on pouvait trouver sur les téléphones portables il y a quelques années. Alors je sais pas s'il est encore accessible, j'ai pas cherché honnêtement. Voilà, sur les systèmes Android et autres. Je sais pas du tout comment il fonctionnait puisque je n'ai pas pu le tester. J'ai bien eu des portables déjà à l'époque où Before Crisis était sorti, mais ils étaient certainement pas assez évolués pour permettre d'y jouer, donc c'est vrai que je suis passé à côté. Is this the pain you felt before? On trouve également le jeu Crisis Core, donc Final Fantasy VII Crisis Core, sur la console PSP. Donc là, celui-ci, c'est plutôt au contraire un préquel. Donc on suit le personnage de Zack. Alors, attendez, je vais bien loin. Hop,
il est là. Hop là. Donc Crazy Score, donc voilà, on suit le personnage de Zack, donc, dont on entend parler hein, dans Final Fantasy VII, mais qu'on ne rencontre jamais. Moi j'ai beaucoup apprécié Crazy Score, je pensais pas en fait que j'allais l'apprécier autant. Suite à une discussion avec un ami, en fait je me suis dit, bon ouais, tiens, il serait peut-être temps, ça fait des années que je l'ai, il faudrait peut-être que je le fasse, et je me suis fait tranquillou. Et franchement, il était vraiment très cool. Le seul petit point noir un petit peu qui m'a dérangé, c'est que la plupart des quêtes annexes sont un petit peu prévisibles, je dirais, et surtout le fait qu'on ne gère qu'un seul personnage, alors que dans Final Fantasy VII, on en gère 3 à chaque fois. On a vraiment une équipe à gérer, et donc surtout en fait chacun a ses caractéristiques, ses capacités, et donc du coup apprendre à les mixer, ça fait aussi partie de l'attrait du jeu. Et là donc on a que Zack. Donc bon, c'est un petit peu différent. Mais on découvre aussi certains personnages dans leur passé, donc on apprend un petit peu leur histoire, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Activating combat mode. Sur PlayStation 2, on a également une suite, alors qui était vraiment un petit peu particulière, hein, là aussi. C'est celle-ci, Dirge of Cerberus, où on suit le personnage de Vincent. Alors Vincent, on le découvre dans Final Fantasy VII, mais c'est un personnage optionnel. Alors oui, il y a 9 personnages dans Final Fantasy VII, mais seulement 7 sont, on va dire, indispensables. En fait, ils font vraiment partie du scénario, on les aura quoi qu'il arrive. Mais on en a 2 autres qui sont optionnels, donc Yuffie et Vincent. Et en fait, donc voilà, ça c'est vraiment la suite de son histoire, donc forcément si on l'a pas récupéré dans Final Fantasy VII, on demande un peu qui c'est, mais bon, honnêtement pour le rater, il faut quand même être bon. Et donc celui-ci, il est vraiment particulier, parce que c'est presque un jeu de tir, enfin c'est vraiment, c'est assez spécial, quoi. On est vraiment plus dans l'esprit du Final Fantasy VII d'origine, voilà, mais on suit quand même l'un des personnages, voilà, c'est un spin-off, hein, tout simplement. Voilà, donc bon, ça change un petit peu de ce qu'on avait avant, mais pourquoi pas. Final Fantasy VII reste l'un de mes meilleurs souvenirs de la PlayStation, et pourtant des bons souvenirs sur PlayStation, j'en ai énormément, et d'ailleurs je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais vraiment celui-ci a marqué une grande partie de mon adolescence, et même de ma vie d'adulte, puisque du coup donc j'ai programmé des jeux quelques années plus tard, et clairement ça m'a influencé dans certains de mes choix. C'est même avec Final Fantasy VII que j'ai découvert la saga Final Fantasy, comme beaucoup de repères d'ailleurs, puisque la plupart des titres précédents en fait, n'étaient pas vraiment accessibles, à part pour ceux qui avaient des jeux américains ou qui savaient lire le japonais, quoi, mais sinon ils n'avaient jamais été traduits avant le 7. D'ailleurs, à propos de la traduction, il y a eu énormément d'erreurs dans la traduction de Final Fantasy VII. Alors vous pouvez trouver sur internet des traductions beaucoup plus propres, refaites par des fans, mais vraiment la traduction de base est absolument catastrophique. Bon, au-delà des fautes d'orthographe, hein, ça c'est pas, voilà, ça pourrait être pire, mais là c'est vraiment qu'en fait des pans entiers ont été tellement mal traduits qu'on ne comprenait plus rien au scénario. Je parle notamment de toute la zone autour de la rivière de la ville, tout ça, donc bon là c'est pareil, je vais pas vous spoiler, on est on va dire à la fin du premier CD. Oui, il y a 3 CD dans Final Fantasy 1, chose assez rare sur PlayStation, hein, il y a quelques jeux où on a plus qu'un seul CD, là il y en a 3, bref, fin de la parenthèse. Donc on va dire à peu près au tiers de l'histoire, donc voilà, on a la rivière de la vie, on a tout un passage, et où là, quand on lit les textes, on fait « Oula, il s'est passé quoi là ?» Et effectivement, je pense que les traducteurs n'étaient pas à jeun quand ils ont traduit ces passages, c'est absolument incompréhensible. Vraiment, il faut vraiment reprendre la version anglaise pour comprendre ce qui se dit, tellement c'est très très mal traduit. Je pense que on avait peut-être d'autres façons de traduire à l'époque, ou alors tout le monde s'en tapait, hein, parce que là franchement c'était pas possible. Alors il y a autre chose que j'ai bien aimé moi dans Final Fantasy VII, c'est que finalement quand on arrive au tout dernier donjon, là encore je ne vous spoilerai pas, mais on va dire voilà, on a quand même un truc assez costaud à la fin du jeu. Et bien en fait c'est à ce moment-là qu'une grosse partie du jeu démarre. Alors ça peut sembler curieux ce que je vais dire, mais c'est que finalement on va découvrir certaines des matérias
à ce moment-là. On les aura pas avant certains objets, vraiment au dernier moment. Et ça va nous débloquer des trucs qui datent de plusieurs dizaines d'heures de jeu précédemment. Donc voilà, c'est vraiment super sympa, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à booster tous les personnages à fond, histoire de voir ce qu'ils sont capables, ce qu'ils ont dans le ventre et tout. Et vraiment, je pense que la moitié du jeu se fait finalement sur la fin. On reste pas forcément dans le donjon, hein, mais c'est là qu'on va découvrir certains objets qui seront indispensables. Alors oui, dans Final Fantasy VII, je vous ai parlé des matérias, mais il y a aussi les méga matérias. Donc par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure des matérias jaunes. Si vous possédez toutes les matérias jaunes au niveau maître, puisque toutes les matérias sont évolutives, elles peuvent acquérir de l'expérience toutes, plus elles sont utilisées, plus elles montent. Si vous les avez toutes au niveau maître et que vous avez la méga matéria jaune, eh bien vous pouvez créer une matéria maître jaune qui va englober tous les pouvoirs de toutes les matérias jaunes et vous faire perdre par la même occasion toutes les matérias en question. Donc du coup, vous n'aurez plus besoin que d'un seul emplacement pour tous ces pouvoirs, mais en même temps, vous perdez aussi toutes les matérias. Alors, ce qui était vachement intéressant, c'était évidemment de booster toutes les matérias au niveau maître, suffisamment pour en avoir pour tous les personnages. Et là, vous pouvez vraiment compter plusieurs dizaines, voire centaines d'heures de jeu, puisque c'est extrêmement long. Prenons par exemple l'exemple des matérias rouges. Donc les matérias rouges sont les matérias d'invocation. Il y en a 16. Alors les premières je crois que c'est Chocomog, Shiva, tout ça, elles sont pas très très longues à faire monter au niveau maître, puisqu'elles n'ont pas besoin d'un certain de points d'expérience en abondance. Mais par contre la dernière, les Chevaliers de la Table Ronde, ben là ça envoie. Alors d'ailleurs ça envoie, c'est-à-dire que la matérielle Chevalier de Table Ronde est extrêmement puissante, avec vos personnages boostés à fond. Vous faites donc 13 coups de 9999 points chacun, ce qui bute la plupart des boss du jeu, hein, il faut dire les choses honnêtement, mais par contre, en contrepartie, c'est que ça prend plusieurs dizaines d'heures de monter la matérielle au niveau maître et les personnages au niveau 99, c'est très très long, mais c'est absolument pas impossible. Vos personnages peuvent monter donc jusqu'au niveau 99, je le disais précédemment. Cela dit, même au niveau 99, ils ne sont pas forcément à fond en caractéristiques. Pour faire monter leurs caractéristiques à fond, il va falloir obtenir quelques objets comme source de pouvoir, source de force, ainsi de suite, et les faire booster donc manuellement. Vous choisissez à quel personnage vous donnez tel ou tel objet. Et là c'est pareil, ces objets ils sont limités de manière naturelle on va dire dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment qu'un certain nombre. Pour pouvoir en récupérer d'autres, eh bien il faut les voler aux ennemis ou alors transformer les ennemis, c'est-à-dire que voilà, il y a une petite matéria jaune dont je ne vous ai pas parlé encore, qui permet donc de frapper les ennemis, un coup comme vous feriez d'habitude, mais qui est 10 fois moins puissant. Mais par contre, si vous tuez l'ennemi avec ce coup, eh bien ça le transforme en objet. Et de temps en temps, vous pouvez comme ça récupérer des sources qui vont vous faire booster vos personnages au-delà de leur capacité normale. Bon voilà, j'espère en tout cas que si vous n'avez pas fait ce jeu, je vous ai donné envie de le faire, puisque là j'ai fait vraiment très très bref. Dites-vous que sur ma première partie, j'ai dépassé le temps au niveau du compteur, donc qui bloquait à 99 heures. J'ai dû faire à peu près 140 heures, hein, on va dire, vu que j'avais plus de compteur, j'ai compté de manière approximative, mais j'ai dû faire à peu près 140 heures. Et je n'avais récupéré qu'une seule méga matéria, puisque j'avais raté les autres, j'avais vraiment pas réussi, j'avais pas réussi certaines quêtes des chocobos et tout. Donc j'ai refait le jeu. Cette fois-ci, j'ai réussi à tout avoir, mais j'ai galéré, hein, j'ai vraiment galéré, il y a pas mal de choses qui étaient très difficiles à voir. Mais je me souviens que ma deuxième partie, je dû mettre à peu près comme quelque chose comme 80 heures. Mais bon, je l'ai faite dans la foulée de la première, donc j'avais encore à peu près la mémoire. Si je la refaisais aujourd'hui, sachant qu'il y a pas mal d'années que je ne l'ai pas joué, je pense que je mettrais peut-être un petit peu plus de temps et je raterais certainement 2-3 petits trucs. Pas sûr, parce que j'ai quand même de bons souvenirs de ce jeu, contrairement à d'autres qui m'ont pas forcément marqué. Celui-ci, j'ai dû le jouer, j'ai dû le faire en entier au moins 7 ou 8 fois. Ça devrait revenir vite.